Hey, what's up, guys? Je suis votre host Ray Antonio. Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié pour les hustlers mind, les entrepreneurs. Vous voyez, on est en train de faire des modifications à la tagline. On est bilingue, guys, partout ici au Québec. Mon prochain invité, Simon Marseille. Monsieur n'a pas besoin de titre, vous allez trouver son titre. Mais c'est un technologue, mais c'est un penseur aussi, critique de c'est quoi qui se passe dans la situation aujourd'hui. Et c'est un épisode très important pour moi. On parle de la loi C-18, la loi sur les nouvelles en ligne. Ça va peut-être pas vous toucher pour certains, mais écoutez, vous allez voir, c'est pertinent à comprendre pourquoi. Pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que d'une certaine façon, ça vient vous rechercher. On parle de c'est quoi la loi, c'est quoi les opportunités derrière et c'est où est-ce que, admettons, si vous êtes un créateur de contenu dans le journalisme, où est-ce que vous allez pouvoir gagner derrière ça? Il y a des belles opportunités parce que du moment qu'il y a une loi, il y a des opportunités qui vont venir s'ouvrir pour d'autres. Puis pour les médias indépendants, c'est pour vous, ce podcast-là. On parle aussi de vraiment, c'est quoi l'avenir derrière ça. Donc, Simon Marseille, vous allez voir, on a embarqué sur le gros sujet, la loi C-18. C'est important de vraiment surveiller qu'est-ce qui se passe parce que ça va impacter tout comment nous autres, on va recevoir les nouvelles à partir de maintenant. C'est en cours, c'est en vigueur. Suivons ça dans les nouvelles, mais apprenons ici au Yellow Sea Podcast. Let's go, guys. Let's go. Let's go, guys. Aujourd'hui, regardez, c'est un podcast spécial, comme vous le savez déjà. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous, créateurs de contenu. Je vous amène au site, au Yellow Site Simon Marseille. Son titre, Insert Title Here. Ça, c'est exactement comment... Parce que moi, Simon, bienvenue. Hey, merci. Bienvenue. Fait comme je dis, cherche c'est quoi ton titre parce que quand je te vois, je vois tellement de choses. Mais je vois quelque chose. Je ne suis pas un grand média corporatif. Oui, effectivement, ça c'est... T'es pas un média corporatif, tu as eu ton opinion vraiment sur les derniers événements. Tu as une opinion sur certains événements, puis c'est là que, tu sais, je pense que ta perception, ton point de vue sur certaines choses me rejoint aussi, parce qu'on pense à peu près pareil, puis c'est ça qui est intéressant. Parce que, OK, de où tu viens qu'on passe de la même façon, puis c'est quoi qu'on fait? Fait que je voudrais faire un survol de ton background parce que le sujet aujourd'hui, guys, la loi C-28, donc c'est la loi sur les nouvelles en ligne. Avez-vous entendu parler de ça? Sinon, c'est la raison pourquoi on fait ce podcast-là, parce qu'il n'y a pas assez de contenu sur une loi qui est en train de dire comment le contenu va être géré au Canada. Il n'y a pas de journalisme. C'est un peu ironique, sur hein? Le journalisme. Il n'y a pas de journalisme sur la loi du journalisme. Je trouve ça bizarre. C'est pour ça que je trouvais que ce podcast-là, c'est une urgence qu'il fallait le produire. Qui on est? À part ça, gars, je suis un gars de marketing, je suis un gars de business, je suis un gars entrepreneur, mais je suis dans la game des médias, guys. Fait que moi, ça va me toucher. Puis j'ai amené toi. Comment tu pourrais te décrire par rapport à ce qui se passe? Parce que tu sais, j'ai vu exactement la raison pourquoi tu es ici. J'ai vu ton post où est-ce qu'on a boum aller chercher le même sujet. Je suis comme, tu as compris qu'est-ce que je vois, mais comment toi tu l'interprètes avec cette nouvelle loi-là, C-18? Ouais, des lois de ce genre-là, on en voit passer souvent. C'est pas vraiment spécial. Je veux dire, est intéressante parce qu'elle démontre comment le gouvernement veut se positionner, comment beaucoup du peuple joue à suivre un peu ce positionnement-là au niveau des médias, puis du gouvernement, de la loi. Puis après ça, elle nous parle aussi de la relation qu'on a avec nos sociétés, nos gouvernements, puis avec les grandes compagnies américaines aussi qui sont souvent américaines, TikTok exclu peut-être, mais qui sont devenus des pôles d'attention, de rétention, des pôles publicitaires aussi, détiennent toute notre attention d'une certaine manière. Puis c'est donc là qu'on va faire du marketing, puis c'est souvent là que se retrouve le contenu. Puis, il n'est pas sous le contrôle de nos juridictions. Donc, c'est ça qui devient vraiment intéressant. Je crois que c'est ça qui donne le ton à ces lois-là. C'est qui est en contrôle, à qui appartiennent les choses. Puis, comme dans ce post-là, les perceptions, c'est avec ça qu'on joue beaucoup. Là, c'est les gros médias qui sont les méchants, mais les gros médias canadiens sont les gentils. Évidemment, il y a le CRTC qui est utilisé. Là, on parle déjà des détails de la loi, là, mais je ne sais pas si vous lisez la loi, revenez nous voir. Mais en gros, les grandes lignes, est-ce qu'on devrait parler de ce que la loi fait? Disons, la grande ligne, puis je me permets, puis après, je voudrais qu'on survole le background parce que juste apprendre à connaître. Mais quelque chose de cette loi-là, dans le fond, c'est que
jusqu'à là, la bataille, c'est que Facebook et Google le gouvernement veut que Facebook et Google payent aux grands médias canadiens. C'est ça. Ils ont créé une disposition dans laquelle il faut qu'ils s'entendent. Puis s'ils ne s'entendent pas, ils vont avoir une médiation qui coûte très cher d'avocats, etc., avec le CRTC. Donc, ils vont s'engager dans ce processus-là. Maintenant, il ne dit pas c'est quoi l'aboutissant de cette affaire-là. Mais il dit juste qu'il y a une obligation à devoir passer à travers ce processus-là puis s'entendre sur comment on monétise le contenu. Puis, suite à ça, Facebook au début, puis maintenant Google, c'est ça, ils ont commencé à couper. Les deux géants se sont retirés. Puis cette disposition-là, ou cette loi-là, n'est pas sans précédent, là, parce que comme tu l'as souligné, je crois en Espagne, mais surtout en Australie, puis dans l'Union européenne, il y a eu des lois similaires ou des événements similaires qui se sont produits avec des aboutissants qui ne sont pas tant connus, finalement, pas tant de grands impacts ou de grands revirements. Mais je crois que c'est la façon dont la loi est écrite, comment elle est montrée à monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire toujours pas dans un élan pédagogique ou du mieux-être de monsieur, madame, tout le monde, mais beaucoup plus comme ça, c'est le bien. Exactement, il y a une narration derrière comment. Oui, il y a une intention, une narration, puis souvent, les journalistes, comme on l'a dit au début, sont assez muets par rapport à la chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas le genre de sortie qui enflamme les passions des journalistes, là, justement parce que c'est à propos de leur emploi. Leur emploi est maintenu dans une grande société où ils ont des avantages sociaux, puis peut-être que la plus grande peur qu'il y a au monde, c'est justement de ne plus pouvoir en bénéficier, qu'on soit coupé, mis à pied, qu'il y ait moins de nouvelles ou que les nouvelles soient générées peut-être même par... On n'a pas prévu ça, mais qu'elles soient écrites par ChatGPT de toi-même. Ouais, exactement. Prenons une petite pause, puis je veux donner un gros shout-out à tous les nouveaux abonnés qu'on a continuellement. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Puis ne lâchez pas. Le plus que vous vous abonnez, le plus vous nous encouragez, le plus on grossit, puis on continue à livrer des invités qui sont hors pair, puis ils vont nous emmener du contenu de fou. Ça va juste donner de plus en plus malade. Puis merci à tous encore une fois les abonnés. N'oubliez pas de partager le message sur YouTube, sur Apple, sur Spotify, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. On est partout. Donc, retournons à notre show avec Simon Marseille. Let's go, guys. Moi, je vois un enjeu qui va être aussi, si on parle pourquoi c'est important à tout le monde, vraiment à la société, de connaître un peu puis être informé sur ce qui se passe. De mon point de vue, c'est que, il y a Facebook, Google se sont retirés. Ils ont donné une date, dès que la loi va rentrer en vigueur, Google, Facebook vont arrêter de partager tous les liens des nouvelles canadiennes. Ça, c'est canadiennes. déjà fait de façon incrémentale. Oui, exactement. Puis, par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que même les nouvelles aujourd'hui, on est le 5 juillet, 2 nouvelles se sont passées, puis quand on va publier ça, c'est la semaine prochaine. Il va continuer à avoir du développement. Mais si je peux réagir là-dessus, c'est une discussion ouverte, là, mais juste ça, c'est exactement un point que j'essaie de développer. Là, puis, c'est quoi les nouvelles? T'sais? Les nouvelles, est-ce que c'est juste les nouvelles des grands médias? Parce que finalement, ils n'ont pas coupé toutes les nouvelles. Ils ont coupé les nouvelles des grandes organisations, des grands médias corporatifs ou institutionnels. Je ne sais pas comment les appeler exactement, mais c'est des conglomérats. C'est ce qu'on prétend être la nouvelle. Mais par contre, il y a plein de journalisme indépendant. Il y a plein de commentateurs de l'actualité. Il y en a plein de l'information aujourd'hui. Puis, j'ai retrouvé mon point de tantôt. C'est quoi le journalisme aujourd'hui? C'est quoi d'être un journaliste? Est-ce que ça appartient à tout le monde? Est-ce que ça peut être automatisé? Je crois qu'il y a un grand changement qui se passe dans l'industrie de l'information, de l'attention, du publicitaire. Il y a une mixité qui se passe. Puis souvent, tout ça est détenu dans les mains de grandes compagnies, les Facebook, Google, Amazon de ce monde, qui ont un immense pouvoir de négociation, qui sont capables de retenir l'attention de monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est là qu'il se passe un débat entre nos constitutions, nos pays, les grands médias qui sont principalement représentés par nos argentiers, des gens qui sont des possédants, puis qui regardent les intérêts de leur entreprise, puis qui ne sont pas capables de compétitionner avec ces entreprises-là, puis qui utilisent le gouvernement à travers les lobbies, puis tout ça, pour pouvoir se financer leurs médias, continuer à imprimer leurs journaux, puis le narratif qui vient avec aussi, dont le narratif par rapport à la loi. Si on demande aux journalistes s'ils sont pour ou contre, je crois que
peuvent pas nous le dire. Si on Ils peuvent pas nous le invitait... dire. Puis exactement, ça, je pense que c'est une des nuances qui était à couvrir, c'est que moi, je trouvais encore là, parce que c'est juste le droit d'information. À partir de maintenant, tout le monde n'aura plus accès à voir les nouvelles quotidiennes qui se passent, à moins que tu ailles à la source, qui est le site web. Le site web ou un commentateur indépendant, je crois. Puis, exactement. Puis juste penser à votre comportement, à ce que vous consommez. Il y a beaucoup de monde qui disent que non, je ne consomme pas les nouvelles. Puis c'est faux parce que tu vas le voir, tu vas le consommer dans les médias sociaux. Puis là, tu vas voir des choses, des titres apparaître, des trucs comme ça, puis tu passes à d'autres choses. Ça va être juste des formats memes de nouvelles, puis comme, c'est comme le sous-marin qui s'est passé dernièrement. Ben personne, vraiment, les grandes nouvelles, en gros, ils n'ont pas été présentées vraiment sur un post. C'est comme, il y a un sous-marin qui manque à l'appel depuis X nombre de temps, puis X, ça, c'est les personnes. Puis une fois que les personnes ont eu ça, bon, ils ont cliqué, puis sont allés à la source d'information, puis ça, c'est devenu vraiment médiatique. Ben, si tu penses à une nouvelle comme celle-là, par exemple, tu vas te fier vraiment aux gros noms qui sont exactement du journalisme. Là, la question a été soulevée. C'est quoi du journalisme? Fait que, une fois que, admettons, ces grandes marques-là ne sont plus là en train de donner ce genre de nouvelles-là, où est-ce que tu peux aller lire? Parce que tu peux cliquer sur un lien de vraiment du submersible, puis il n'y avait vraiment aucun rapport. C'était vraiment du clickbait ou c'était vraiment d'autres choses qui n'avaient aucune élaboration. Ça, c'est des mauvaises sources. Fait que, avec une loi comme ça, vous allez tomber vraiment sur des cas où est-ce qu'on n'aura pas la nouvelle exacte. Ça peut être n'importe qui, mais aussi, je pensais, ça peut être des influenceurs aussi. Oui, il y a différentes sources d'informations qui décrivaient le sujet. C'est pour genre qu'on parle du sous-marin. C'est un petit peu drôle. La joke, c'est qu'on parle du sous-marin plutôt que ceux qui essaient de faire une entrée illégale. Puis là, ils sont tous morts, puis eux, ils n'ont pas de presse. Tu vois, on va pas rentrer là, mais c'est exactement un point. Oui, ben les gens riches entertain les gens riches qui sont intéressés par ça. Mais en tout cas, bref, c'est un sujet. Là, mais ça n'aurait pas empêché le fait d'avoir un indépendant s'intéresser au sujet puis le documenter. Je crois que quand on regarde la loi C-18, c'est une loi faite pour des conglomérats ou pour des grands capitaux qui veulent se maintenir dans un marché où ils n'ont plus la donne. Maintenant, c'est le gouvernement qui les finance. Ils n'ont plus de vrai marché. Ils n'existent plus dans un marché libre. Ils existent comme une fiction de l'État. Puis une des façons de se maintenir puis de continuer à exister, c'est d'aller capitaliser sur d'autres choses puis d'aller gratter de l'argent ailleurs. Puis notamment chez leur premier compétiteur qui est M. Google, Facebook. Puis il y avait plusieurs points que j'avais soulevés. Le fait qu'eux se comportent comme des monopoles puis qu'on n'a pas on a peu de pouvoir sur eux, on a peu de pouvoir d'action sur ces grandes compagnies-là technologiques, donc on essaie d'atteindre à leur monopole de toutes les façons possibles, puis d'attaquer le journalisme institutionnel, puis de dire c'est la bonne façon, puis c'est bon, puis ça nous appartient, puis c'est les vraies nouvelles, puis tout ça. C'est aussi d'entretenir un narratif, mais c'est aussi de tester c'est quoi notre pouvoir sur ces grandes sociétés-là, en tant que constitution, en tant que Canadien, on essaie d'attaquer ces entreprises-là puis de voir comment elles réagissent puis comment elles se comportent. Puis ça permet d'écrire de la loi aussi puis de tester un paquet de choses. Je veux dire, ça, c'est l'aspect plus positif. L'aspect faux, c'est de dire que ça, c'est les nouvelles, puis ça, c'est les médias, puis ça, c'est les journalistes, puis on le fait pour défendre un journaliste ou quoi que ce soit. La réalité, excuse-moi, non, vas-y, un gros pitch. Là, non, vas-y. La réalité, c'est que les nouveaux médias, ils ont une grande porte ouverte à des créateurs de contenu, puis à des gens qui ont une belle audience, puis qui sortent de l'information. Si tu es indépendant, si tu es autonome, si tu as une vraie capacité à retenir l'attention, puis générer de l'information qui est intéressante, il n'y a pas de limite aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu sais, l'indépendant a le pouvoir de briller, mais l'indépendant a aussi la responsabilité de se structurer, de se mettre en marché, puis tu connais ça vraiment bien. Là. Je veux dire, c'est pas une business où tu fais juste écrire un article, c'est une business dans laquelle il faut que tu te mettes en marché, que tu crées ton show, que tu ton équipement. C'est pas la même business que celle de s'asseoir derrière son bureau puis écrire. Ensuite de ça, vous connaissez déjà, c'est l'été, il fait chaud. Et aujourd'hui, je vous présente le Rum Punch. Vous le connaissez déjà. Mais la question, l'avez-vous essayé? Disponible à la SAC. Le Rum Punch, dans le fond, vous mélangez ça avec une limonade. Puis j'ai rajouté un autre rhum aussi, juste pour lui donner un petit mélange. Puis ça donne un excellent punch que vous allez pouvoir déguster autour d'une piscine, comme je l'ai fait dernièrement. Puis c'est ça qu'on a bu, parce que c'était excellent. Donc, encouragez
Yellow Seed Podcast, en achetant du Rosemont, disponible partout. Et les prêts à boire aussi sont là pour vous quand vous êtes on the go, guys. Retournons à notre épisode. Tu sais, je connais des créateurs de contenu ils font genre comment tu les appelles, les journalistes investigateurs? L'investigation, oui. Ouais, l'investigation, tu sais. Il y en a qui sont très forts. Tu sais, mettons un YouTuber, Coffeezilla, tu connais? Ah non, moi je suis pas cool. Ah non, t'inquiète. Cool. Mais tu sais, c'est comme si c'était vraiment dans ce monde-là, tu sais. Parce que lui, c'est exactement ça, c'est un YouTuber, mais tu sais, il fait des recherches très approfondies, puis borderline que, tu sais, vraiment, il est rendu peut-être à 1,4 million de subs, mais parce que, tu sais, vraiment, son message, il porte fruit. Il amène exactement, tu sais, vraiment il pose des questions, puis il amène vraiment le sujet, vraiment à une fin que tu comprends exactement des arguments, puis il découvre des choses que peut-être les autres journalistes, mais tu sais, c'est indépendant. Lui, il se finance grâce à vraiment le trafic qu'il génère des sponsors derrière, puis il fait de l'argent derrière ça. Mais est-ce que ça, un YouTuber, parce que lui, c'est ça son titre, genre journaliste investigateur, est-ce que ce journaliste est considéré un journaliste ici au Québec? Fait que dans une loi comme ça, sous cette loi-là, malgré que c'est quelqu'un qui a le potentiel, qui a vraiment tout, vraiment pour livrer des nouvelles, ben, il ne serait pas reconnu, puis il ne pourrait pas toucher, admettons, ce cachet-là Ben, clairement, c'est pas dans le million de dollars de revenus. T'sais. Comme la loi, si on la lit, la disposition, c'est. Je ne me rappelle plus c'est quoi le barème minimal, mais il faut faire 150 000 $ par année, quelque chose comme ça, là, pour avoir au moins accès au recours. Puis après ça, ben, ça ne finance pas le recours lui-même. Tu bats contre une méga compagnie. À moins que tu sois en médiation, mais même en médiation, il faut payer les frais légaux. Donc, c'est pas une loi pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas une loi qui protège le producteur indépendant ou le journaliste indépendant ou autonome. C'est pas à propos de ça. C'est une loi de protectionnisme qui dit j'ai une industrie qui va pas si bien. Je dois protéger mes acquis parce que c'est des gens riches qui sont derrière, qui me lobbyent pour le faire et on a le pouvoir législatif de le faire. Et c'est dans les bonnes grâces du gouvernement de le mettre au moins à l'essai, de le tenter. Puis après ça, on a l'aval de la population parce que c'est les gentils contre les méchants. C'est un peu bizarre parce que s'il n'y avait pas Facebook, Google, Amazon, on devrait avoir un nom pour les grandes compagnies. C'est le Gamma, mais ça dépend si tu rajoutes Netflix. Tout dépendant avec qui tu es en train d'avoir le discours, parce que même Microsoft. Donc, eux sont perçus comme les méchants, mais si on regarde à l'interne, si on regarde juste notre économie interne canadienne, qui n'est pas un pouvoir majeur économique, mais je veux dire, il y a des nouvelles. Dans le temps, il y avait NPR aux États-Unis, ici, il y avait CBC, etc., qui étaient des vraies sources de développement, d'innovation, de qualité. On a tous grandi avec Radio-Canada qui était comme on dirait aujourd'hui, ça coche. Il y avait des moyens financiers, il y avait l'ambition d'explorer, de créer du journalisme de qualité. Puis il y avait une passion qui était derrière ça parce qu'il n'y avait pas cette existence-là de la nouvelle construite, bien faite, soutenue, etc. Puis ça fait une super belle époque. Là. Je veux dire, on a vécu 50, 60 ans où il y avait des nouvelles de très, très grande qualité, des super beaux opinions au Québec. C'est venu avec les grands politiciens aussi, puis les grandes idées d'une nation qui était en développement, mais là, tout d'un coup, on ne vit plus du tout la même chose. T'sais. Puis ces boîtes-là ne sont pas adaptées non plus à l'Internet. C'est comme ils ont pris une adaptation très lente. Des arguments que je vois passer, c'est que eux autres, ils ont senti qu'ils doivent rentrer l'Internet par obligation, sinon, fait que c'est plus le fun pour eux. Ils ne sont pas en train de cibler un marché ou est-ce qu'une adaptation, un nouveau système de comportement. Ils le voient comme une tâche et non comme « c'est là, il faut que j'aille comme une passion ». Il n'y a pas d'innovation. Exactement. Si on regarde, je ne veux pas juger personne dans ces compagnies-là, mais si on va mettre notre nez dans cette compagnie-là, dans ces compagnies-là, ces 3-4 compagnies-là de médias canadiens, il n'y a pas d'innovation. Il y a des paroles autour de ça, de comment devenir numérique, puis d'appeler aux jeunes, puis je crois que Radio-Can a fait des efforts de ce côté-là, puis il a sorti une gang de jeunes qui ont sorti un show qui était quand même cool pendant quelques minutes. Puis Québécois qui essaie de faire des choses aussi avec des gens cool de temps en temps. Oui, mais est-ce que c'est plus du journalisme, c'est du divertissement, puis c'est un petit peu... Nous, on se rencontre ici, puis c'est un hybride aussi. Il y a Internet qui nous regarde, il y a
Il y a un petit peu d'information. Nous, on a fait quelques recherches. Je ne sais pas à quel point on va aller deep dans l'information, mais il y a une partie de divertissement aussi. Oui, définitivement. Les interactions qu'on fait. Puis, mais tu sais, comme c'est un épisode comme ça, je veux que ce soit un épisode informatif, vraiment aussi éducatif. Puis, je veux sonner l'alarme parce que moi, ma perception derrière ça, c'est parce que oui, c'est une loi qui va gérer vraiment du monde comme ma business. Puis c'est sûr, c'est là que vraiment nous, on va faire notre argent ou non. Puis intéressant, il y a une grande opportunité pour les indépendants. Je pense que c'est aussi ça que les gros médias, les conglomérats, c'est ça qui ont peur, c'est qu'ils vont ils vont avoir la misère ils savent qu'il y a une opportunité, puis comme pour telle raison qu'ils ne sont pas capables de s'adapter. C'est déjà là. Je veux dire, est-ce que Radio-Can est sur TikTok? Non. Est-ce qu'ils sont sur TikTok, guys? Posez la question. Bon, peut-être TVA, mais qui va aller sur TVA sur TikTok? Je veux dire, c'est pas des brands classiques qui sont sur TikTok, c'est des gens qui ont trouvé des patterns cool pour appeler à l'attention. Puis ils n'ont pas innové à être là, ils ont juste suivi la vague. Oui, puis plutôt tard. Ils vont là un peu par soumission plutôt que par... Tu vois, c'est ça le terme. Soumission, vraiment de devoir le faire. Mais tu as absolument raison. Je veux dire, l'opportunité pour l'indépendant est immense parce qu'il n'y a jamais eu autant de mécanismes de monétisation. Il n'y a jamais eu autant un open mic puis une open camera. Puis là, c'est le studio qui devient ouvert. Je crois que je te disais tantôt, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut rentrer. Puis enfin, on peut passer en entrevue à peu près qui on veut puis avoir un regard sur la société qui est interne, qui vient pas d'une source qui... Et puis dans le temps, c'était bien, dans le temps, je dis beaucoup dans le temps, je commence à être vieux. Il y a une époque... Dans une époque de télévision VHS. Il y a une époque où il y a des gens extrêmement instruits, qualifiés puis compétents qui étaient capables de disséminer l'information puis de la présenter d'une façon intéressante. Puis ça, c'était une époque. Puis on peut regarder ça comme une époque moderne, où c'était compris, calculé. Ça prenait un gros studio, ça coûtait cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient s'engager là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on joue une autre game complètement. C'est facile d'avoir accès aux médias, à l'information. Il y a une diversité. En fait, il y a un bruit immense parce que tout le monde produit de l'information. Tout le monde veut se représenter. Puis c'est la personne qui est capable de se présenter un peu mieux puis de dire quelque chose d'un petit peu plus intelligent, je crois, de façon ensemble, quelque part, qui est capable de combiner ces différents aspects-là d'une façon qui est intéressante, qui est élégante, puis capable de monétiser aussi là-dessus. Mais tous les outils sont là aujourd'hui. C'est très, très démocratique d'une certaine façon. Puis c'est peut-être ce qui fait le plus peur constamment aux gros, tu sais. Puis c'est là le conflit, c'est qu'il y a des gros qui sont vieux. Tous les médias canadiens sont des vieilles games, d'une certaine façon. Puis il y a des médias qui sont plus jeunes, comme les Google, Facebook, Amazon, qui, eux, ont réussi à capter cette attention-là de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais. Puis là, ça devient une game de qui va se prendre une part de ça, qui va apparaître dans ces médias-là, qui va attirer le plus de monde là-dedans, puis jouer leur game à eux, qui est la game de l'attention, en fait. On prend une petite pause aussi, comme vous savez déjà, cet été, je ne l'ai pas assez dit, mais le soleil est intense. Il y a de la fumée, mais aussi il y a beaucoup de soleil. Puis iReligion, c'est là que ça se passe. Moi, j'ai ma part ici. Donc, regardez la nouvelle moule. Il faudrait que vous voyez ça. Regardez, guys. C'est une autre vision. Bang! Vous prenez un rendez-vous avec un styliste oculaire. Allez voir les paires. Il y a plusieurs modèles iReligion, mais aussi il y a un mur au complet d'une centaine de paires juste pour vous, parce que la première impression est importante. Utilisez le code promo YELLOW. Vous allez avoir un petit cadeau de notre part. Donc, allez chez iReligion si vous avez besoin d'une paire de lunettes de toutes sortes. Et retournons à notre show. Même, on est en train de jouer le game de l'attention. Puis, le problème avec ces entreprises-là, c'est les gros médias, c'est qu'ils sont en train de perdre l'attention. Un parallèle que je fais parfois, c'est que nous, on va bientôt sûrement les dépasser en termes d'attention qu'on est capable de recueillir. Ça va nous coûter genre la fraction de la dépense pour la produire. On n'est pas ça, mais je veux dire, SpaceX a pris tout ce que la NASA a développé en presque une centaine d'années. Puis il a fait la version fast-forward de tout, puis il a dit « OK, on va revirer vos pratiques à l'envers. » Aujourd'hui, on va juste
tester plein d'affaires, puis on va se tromper super vite, puis on va accélérer le coût de développement, comme le rapidité de développement, puis le coût de développement, on va le diminuer. Parce qu'on va faire une autre pratique qui n'est pas celle qu'on aurait pris dans le temps. Dans le temps, on aurait pris toutes les précautions. Puis il y a encore des réflexes de la vieille entreprise comme ça. Tout doit être safe, tout doit être bien fait, tout doit être CSR, de la responsabilité corporative. Puis, mais quand tu as des réflexes comme ça, tu ne fais plus rien. Tu fais plus rien. Donc, c'est pas eux qui vont innover, c'est pas eux qui vont changer le monde. En ce moment, tu l'as dit, c'est ça. On a l'agilité, justement, de tester rapidement, de développer rapidement d'autres modèles d'affaires. Puis oui, les géants sont là, ils sont probablement là pour rester. Oui, c'est des monopoles. Oui, ils sont probablement dangereux s'ils sont trop peu ou ils sont trop gros. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question de savoir si les grands monopoles sont des dangers. Probablement oui, sur la vie privée, sur notre capacité d'organisation, de disséminer l'information ou de s'organiser, probablement. Puis la loi existe aussi comme rempart à ça. Mais quand on regarde ces 18, supposons, bien là, c'est plus à propos de comment est-ce qu'on génère de l'innovation ou comment est-ce qu'on partage l'information. C'est à propos de comment on protège des intérêts de vieux groupes contre des nouveaux groupes qui sont juste mieux organisés. T'sais. Donc, c'est vraiment du protectionnisme exactement. De mon oncle. Ouais. Mais tu sais, c'est comme genre un investisseur que je connaissais. Puis tu sais, il gère. C'est un broker, là, tu sais, vraiment. Il gère des portfolios. Par exemple, il prend l'exemple de Bombardier. Ben, il dit, gars, Bombardier va retourner sur l'incubateur, tu sais, vraiment c'est quoi la machine à respirer, genre, pas du gouvernement. Le respirateur artificiel du gouvernement, tu sais, pour relancer sa business, parce que c'est juste des grosses machines que, tu sais, sont juste pluguées au gouvernement, puis quand ça va mal, ben donne-moi un argent de poche pour me débrouiller pour cette saison. Oui, parce qu'ils commandent tellement d'emplois, mais ça, on peut regarder la caisse de dépôt, puis à peu près toute la mécanique d'un socialisme économique. Là. C'est le but, c'est de préserver les emplois à tout prix, et donc là, tu préviens de faire de l'innovation. Puis, si on va... If we go down the rabbit hole sur ce sujet-là, on va revenir à l'éducation, le seuil d'éducation, puis notre capacité à produire de la valeur ici, à s'organiser, à sortir de la technologie ou à se démarquer sur un marché qui est ultra compétitif puis qui est global. Puis ça, c'est un sujet de toujours. Mm-hmm. Si tu n'es pas capable de développer, de te démarquer, puis au Québec, on peut faire plein de choses. Là. Je crois qu'on a un peu arrêté de rêver si on doit faire un petit peu de sidestepper et parler du Québec, mais je crois que c'est la même chose au Canada. Là. Si on arrête de se démarquer, puis qu'à chaque fois qu'on a quelque chose d'intéressant qu'on a à proposer, il y a eu BlackBerry dans le temps. Aujourd'hui, c'est quand même le fun. On a, entre autres, Shopify qui se comporte bien. On a des belles petites compagnies de tech qui sont quand même assez grosses puis qui se comportent bien à l'international. Mais c'est pas la limite de ça. Il peut en avoir plein. Là. Puis si on sort un nouveau média, puis on dit, regarde, on a d'autres pratiques, d'autres façons d'envisager comment on assoit des gens, comment on produit des contenus, comment on automatise du marketing. C'est sûr que les gens, ils vont nous regarder. Là. Des innovateurs, ça se crée, ça se fait, ça se démarque, puis ça finit par... ça brasse beaucoup. Je veux dire... être un indépendant, c'est dur parce il faut tout faire, il faut tout partir du début, il faut tout recommencer d'une certaine façon. Puis le gouvernement n'est pas là pour t'aider non plus. Je ne sais pas si il n'y a probablement pas tant de subventions pour des médias indépendants. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Là. Mais c'est pas. C'est pas la. Il faut que tu fouilles. Puis oui, il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais c'est pas comme à la même échelle que peut-être les gros pourraient avoir. C'est comme ça va être des peanuts. En ce moment, on a fait une coupe de production, puis ce que j'ai vu qu'on pouvait aller chercher comme fonds de subvention, j'étais un peu découragé, je pourrais dire, parce que je me dis comme on pourrait faire une job tellement plus élevée que ça, plus grosse, si on pourrait avoir déjà ces fonds-là. Fait en allant cherchant des sources de revenus comme. Parce que la grande question que je me posais moi-même, c'est comment on dit cette loi-là pourrait avantager vraiment une organisation comme la nôtre, qui est beaucoup plus petite échelle d'indépendants. Est-ce que le podcast va être vraiment une source de contenu qui va faire partie vraiment de la monétisation derrière ça? Parce que si Google, Facebook vont payer, est-ce que nous autres, on a une part derrière ça? Puis, je pense que c'est là aussi que je veux soulever les points où est-ce que
vraiment ce shift de mentalité-là, où est-ce que les médias indépendants vont pouvoir s'installer. Ça va créer vraiment des opportunités, mais découvrir vraiment c'est quoi toutes les règles qui se passent derrière ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans la création de contenu. Est-ce que la création de contenu va faire partie de vraiment d'un média? Parce que la peur que j'ai derrière ça, c'est qu'une loi aussi agressive que. Agressif. Moi, je la trouve agressive pour certaines normes, comment en ce moment, ils sont en train de se battre bras de fer pour c'est qui a raison. Tu vois, en étant déjà un Québécois, puis le gouvernement du Canada s'est retiré du placement publicitaire sur Facebook. Fait que, ouais, exactement. C'est comme, je vois ce move-là. Et où la pertinence derrière ça, sachant que vous allez retourner derrière ça? Est-ce que vous allez attendre de faire un compromis avant ou vous allez, genre, vraiment à un moment donné, parce que, vous passez comme un message derrière ça, puis c'est les sources de visibilité primaire de canaux. Comme le gouvernement va aller mettre des pubs sur des panneaux publicitaires sur la route. Ben, peut-être. Mais, quand tu as un bon brand, puis tu sais de quoi je parle, là, quand tu as un bon brand, tu ne l'abandonnes pas, ton brand. Le devoir, c'est lecteurs qui l'abandonnent à chaque jour, mais je veux dire, les gens qui sont vendus devoir vont mourir avec. Maintenant, il y a des nouveaux brands, puis il y a une diversité aussi de ces marques-là. On va le dire en français, des marques. Là. Il y a une diversité de marques qui existe. On parlait justement des grands podcasters du Québec. Ils ont créé une marque pour eux-mêmes, puis la plupart qui réussissent bien, je crois que c'est des indépendants. Je ne sais pas c'est quoi leurs affiliations, mais j'ai l'impression que la plupart qui fonctionnent bien sont relativement indépendants. Ils ont su créer un sujet, puis une attraction, puis comme je disais tantôt, les mécanismes sont là pour monétiser. Il y a plein de plateformes pour monétiser. Puis aujourd'hui, je crois que le rôle d'un média plus social, c'est de monétiser l'attention. À terme, YouTube a ajouté des mécanismes de monétisation, Spotify, name it. Ils ont tous une rhétorique de monétisation derrière. Tu nous donnes du contenu, puis si tu es capable d'avoir l'attention des gens, donc si tu as fait l'effort de mise en marché puis de positionnement, puis tu as créé quelque chose d'intéressant, ben nous, on va te payer en retour. C'est souvent pas juste. Je veux dire, on s'attend à une super belle contrepartie. La réalité, souvent, c'est qu'il faut aller chercher des millions de vues, une attention suffisante, finalement, pour commencer à parler d'un modèle d'affaires. Et prenons un dernier détour. Gros shout-out au barbershop, les gars qui sont là pour nous, nos thérapeutes aux hommes. C'est bon aller chez le barber parce que ça permet... C'est rentré vraiment dans cette bulle-là. Puis moi, je donne shout-out à Angelo Presti. Vous savez déjà, ça se passe à Terrebonne, ou sinon dans la Rive-Nord. Si vous êtes de Mascouche, allez le voir. Vous allez voir, c'est très cool. Moi, c'est mon barber depuis longtemps. Puis c'est là qu'on est. Shout-out au barber. Shout-out sont là pour vous transformer en qui vous êtes, le meilleur de vous. Et retournons à notre show avec Simon Marseille. Let's go, guys. Quelque chose que je voudrais peut-être aussi plugger par rapport à toi. Toi, tu es vraiment un technologue à la fois. Tu es vraiment beaucoup ancré dans la technologie. Puis, si on parle de ce genre de technologie-là, qui serait les paywalls, par exemple, penses-tu qu'admettons un média indépendant, autant que ce soit genre un black box ou peut-être un podcast individuel, si on regarde les gros podcasts, penses-tu qu'ils peuvent seulement vivre sur un paywall? Oui, bien, on parlait de Mike Ward, entre autres. Là. Je crois qu'il a entièrement la capacité, grâce à son hyperactivité, la qualité des contenus, le fait que c'est un show, un podcast, un spectacle. Je veux dire, sa marque est bien positionnée. Puis le système pour retenir les gens, puis leur donner quelque chose de premium, de valorisant, s'ils déboursent, s'ils dépensent ou s'ils retiennent leur attention, bien, tout ça, c'est en place, puis ça fonctionne bien déjà. Je veux dire, ça fonctionne bien pour lui, puis c'est peut-être une des personnes plus rares au Québec qui a réussi à retenir l'attention des gens, mais c'est aussi quelqu'un d'autonome, de très bien organisé. Puis ça ne devrait pas être le seul. Je crois qu'il devrait donner le ton à d'autres producteurs de contenu, à générer des marques, se diversifier. Peut-être dans un autre segment complètement, on a supposons Ricardo, qui avait un show de télé. Ça aurait pu être ici, le show de télé de Ricardo. Là. Je veux dire, dans le futur... dans le prochain Black Box, on va avoir une cuisine, fait qu'on va faire des shows de télé. Ricardette, elle va être ici, puis dans pas long, on va vendre des couteaux puis des râpes à fromage. Mais ça ne sera pas le fait de Radio-Canada. Radio-Canada ne peut pas mettre en marché un brand comme Ricardo. Pas aujourd'hui.
C'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est qui produisait Ricardo? Il me semble que c'est un Québécois, je pense. C'est justement Radio ça l'affaire. Mais Radio-Can, c'était le tremplin. Comme si Ricardo avait été à Occupation Double. Je commence à dire des choses bizarres. Là. c'est l'eau mais ça a été son tremplin, mais après ça, il établit sa marque. Puis après ça, tout le reste valait beaucoup plus cher que le fait d'apparaître à Radio-Canada. Même si ça a attiré l'attention de tout le monde puis le cœur de tout le monde. Mais après ça, c'est devenu une marque qui est monétisable dans tous ses aspects. Donc, est-ce que... En fait, la question, c'est... Je ne veux pas dire juste Ricardo, mais supposons, est-ce que Ricardette irait à Radio-Canada aujourd'hui ou elle viendrait à Black Box Media ou voir un autre studio indépendant puis dire, moi, j'ai envie de bâtir ma marque. J'ai quelque chose d'important à dire. J'ai quelque chose d'important à partager. J'ai un contenu. Puis, à partir du moment où tu as le studio, tu as l'équipement, puis tu crées le phénomène, puis que tu as quelque chose d'intéressant, puis que les gens, tu es capable d'avoir l'attention des gens, mais après ça, il n'y a pas de limite à ça. T'sais. Je veux dire, si tu t'obstines à vendre un journal, puis là, on le voit que les journaux sont en train de disparaître. Là. C'est du papier pour mettre par terre suite une fois que tu peintures. C'est ça, mais t'es plus dans la game. C'est le fun pour les musées, les journaux, puis peut-être pour grand-papa ou grand-maman, mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est est-ce que tu es capable de créer une marque qui va rester, qui va subir l'épreuve du temps, puis qui va continuer à aller chercher les gens pour les valeurs qui ont été établies, puis l'attention qui a été placée. Puis ça, c'est une partie du marketing, c'est du contenu, c'est des plateformes d'information, de monétisation. Mais le fait de ramasser tout ça ensemble, je crois que c'est d'autant plus faisable, beaucoup plus facile à faire et à exercer aujourd'hui que jamais. Mm-hmm. Ça, c'est l'immense opportunité que je crois qu'on a tous ici au Québec, au Canada, puis à travers le monde. Puis, je vais dire cette chose-là, mais c'est grâce à des compagnies de technologie qui ont investi massivement à créer des réseaux dans lesquels ils peuvent capturer l'attention. C'est ça la plateforme aujourd'hui, selon moi. Fait que mettre vraiment du contenu derrière un paywall. À la fin de la journée, oui, mais tu peux vendre, tu peux diversifier puis vendre plein de choses. Là. Nous autres, on a commencé à tester aussi embryonnairement, je pourrais dire, au Black Box avec du paywall. Puis c'est intéressant parce que oui, il y a un fonctionnement qui fonctionne derrière. Mais à la fois, il y a eu un défi où est-ce que tu vois, c'est qu'il faut que tu gardes les personnes dans la plateforme. Il faut toujours que tu sois capable de livrer quelque chose de plus. Continuellement. Fait que si tu as eu un hit maintenant, est-ce que tu es capable de reproduire ce hit-là pour la prochaine fois? Puis qu'est-ce qui va faire vraiment rouler cette plateforme-là? Fait que c'est quelque chose qu'on a commencé à tester, guys, si vous voulez. Je serais curieux de voir vraiment pour ceux qui écoutent, est-ce que vous avez déjà lancé un genre de Patreon? C'est comme genre une version plus générale qu'un OnlyFans, t'sais. OnlyFans, c'est la même chose que vraiment un créateur de contenu qui a juste pris une plateforme avec un brand qui suit où est-ce que tu vas payer pour voir le contenu derrière ça. Oui, avec souvent un angle assez spécifique. Mais... Exactement, niche. Vous savez déjà, OnlyFriends. Ça existe? Non. Tu vois, une des grandes règles des médias sociaux, c'est que même quand tu vas postuler, tu peux pas écrire ce terme-là. Tu dis OnlyFriends, même dans l'affaire que tu le dis, sinon l'algorithme va te capturer et va dire non. Est-ce que c'est le genre de podcast dans lequel on peut dire tout ce qu'on veut? Tu dis tout ce que tu veux. Je viens de me rappeler qui j'ai pensé à inviter si tu voulais faire une deuxième passe à propos de la loi. Ouais. C'est une amie, Roxane, qui m'avait parlé d'eux. C'est les enjeux liveuses. L'enjeu liveuse. Oui, c'est comme une ou deux filles, mais je vais retrouver leur nom. Ils étaient bien intéressés par les mécaniques d'enjeux, puis plus côté influenceur. Là, ouais. Mais tu sais, comme influenceur, encore là, je parle aussi, je vais vous dire quelque chose, j'ai trouvé ça bizarre. Tu m'as donné une explication derrière ça, mais je suis quand même curieux de l'avoir challenge. ChatGPT, par exemple. J'ai tapé Bill C18. Allez le taper Bill C18 sur ChatGPT. Tu vas juste avoir un message qui va dire comme il n'y a aucune information disponible. Allez voir le site web du Parlement du Canada, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça, j'ai trouvé un peu étrange parce que, ChatGPT étant un outil qui est très commun en ce moment, qu'on s'est rendu qu'on l'utilise pour beaucoup de choses. Fait que ça peut ouvrir cette porte-là aussi. Est-ce que les nouvelles vont être générées par ChatGPT, par exemple? C'est pas ton prochain show, ça? Deepfake? Deepfake, hein? Oui, c'est comme toi, tu me disais, l'information n'est pas disponible depuis ChatGPT va sûrement opérer à partir de 2021. C'est ça, il y a une date à laquelle ils ont nourri l'information, ils ont
ils ont donné toute l'information jusqu'à une date précise. Donc, après cette date-là, qui est 2021, il me semble, c'est ça, il n'y a plus d'informations. Donc, il ne connaît pas les choses très récentes. Là. Donc, c'est ça. Est-ce que la nouvelle version, c'est quoi, ChatGPT 5? Je crois que tu peux nourrir ChatGPT de l'information récente ou le pointer vers de l'information, puis il va la simuler, puis pourront te dire des choses. Mais si tu as déjà l'information, tu n'auras rien que tu ne sais pas déjà. De toute façon, c'est un AI, ce n'est pas une archive d'information. C'est une façon peut-être plus facile d'aller synthétiser certaines choses ou de rephraser certaines choses. Mais oui, si tu as une nouvelle, tu pourrais définitivement prendre plusieurs sources de nouvelles qui sont peut-être crédibles ou pas. Puis c'est le grand mystère des AI. Puis de dire, combine-moi, fais-moi une nouvelle qui, selon ce type-là, ce phrasé-là, ou destinée à cette audience-là, qui combine ces différentes informations-là. Et là, tu aurais une nouvelle. C'est vrai que tout l'effort de rédaction, à partir du moment où tu connais au moins les informations de base, pourrait diminuer pour un journaliste. Puis ça fait poser d'autres questions par rapport au futur du journalisme, mais plus au niveau de la rédaction. Je veux dire, il va toujours, selon moi, rester une personne qui est dans l'action puis qui est capable de rapporter des faits. C'est ça qui est difficile, c'est aller à la guerre puis dire ce qui s'est passé, d'avoir pris le risque d'y aller ou d'avoir les moyens de connecter avec cette information-là. C'est comme, check, regarde, je viens de mettre ChatGPT 5 headlines. Le premier lien, Global News. Fait que ça, c'est une raison pourquoi aussi, le fait que Google et Facebook se retirent de la game, ce premier lien-là que Global News, c'est pertinent, c'est une source qu'on connaît, qu'on fait confiance, ne sera plus disponible de certaine façon. Sur quel tu cliques, Global News, Wired, Asian News Network, In the Time. Ça, c'est les 4 choix que je reçois avec ChatGPT 5. Il y a des trucs de l'Inde, il y a des trucs de l'Asie. Tout ça, ça serait pertinent de retirer les nouvelles puis juste avoir des sources comme ça? Moi, je ne sais pas. En fait, mes nouvelles, souvent, je vais avoir tendance à... Mais c'est comme... je consomme mes nouvelles comme ma science, tu sais. C'est quoi... D'où vient la nouvelle? D'où vient l'information? Est-ce que c'est corroboré par d'autres sources? Est-ce que j'ai une multitude de sources qui sont suffisamment pertinentes? Ou est-ce que je suis dans une thématique que je sais que je vais avoir de la qualité d'information la plupart du temps? Tu sais, comme là, je place des choses, mais je lis beaucoup Ars Technica. Je ne sais pas si vous connaissez. Là. C'est une plateforme d'information, de journalisme qui appartient à Condé Nast, qui est un des grands groupes. Un des grands, ouais. Puis, évidemment, c'est un des sites que je préfère. C'est un successeur d'un vieux truc de gens d'informatique qui s'appelait Slashdot. En fait, bref, c'est super le fun. Ça parle de science, ça parle de voitures, de fusées. C'est comme un truc de gars ou de nerd. Là. Bref. Mais ça n'empêche pas que, faisant partie de Condé Nast, quand il touche à des informations très, très spécifiques, il y a un thème, il y a un angle qui est donné, il y a des choses qui passent pas. Mais c'est une source legit. Oui, c'est une source legit dans le sens que l'information est corroborée comme plein d'autres. Ouais. Puis, mais ils vont jamais faire des choses qui sont des opinions qui sortent du narratif, du conglomérat. C'est plus du divertissement, d'une certaine façon. Mais c'est qu'en fait... c'est là que ça devient dur parce que c'est là que ça a généré beaucoup de tensions entre, supposons, gauche-droite, conspi, gna. Puis, on le voit tout le temps, cette tension-là. Est-ce que tu as un vrai fait prouvé sur lequel tu peux écrire quelque chose puis savoir que tu peux faire confiance à ce fait-là? Mm-hmm. On revient souvent à cette question-là. Puis j'ai l'impression que les conglomérats font bien attention à ça, de dire, oui, on va toujours se reposer sur des faits, mais ce qu'on joue avec, c'est le narratif. Il y a des choses, il y a un angle avec lequel on va approcher les choses, surtout dans les grosses crises. Ça devient politique, les angles dans lesquels ils vont prendre. Fait que, oui, parce qu'eux, ils ont leurs attelles dans des politiques dans lesquelles ils vont faire bouger les politiques à gauche, à droite. Quand on regarde des conglomérats, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a une opinion. Ça serait bien que monsieur, madame, tout le monde ait une opinion puis soit entendu. Ça, c'est super. Mais quand on parle d'un conglomérat, ces gens-là, ils ont des portefeuilles d'entreprises, ils ont des investissements, puis ils veulent que ça se passe comme du monde. Puis il y a une des mains qui est dans le gouvernement.
je sais pas comme dans quel sens, là, qui s'appelle du lobbyisme, peut-être sous toutes ses formes. Puis, tu sais, en fait, le CRTC, puis la loi C-18, c'est un parfait exemple de ça. C'est juste, le CRTC, c'est fait pour maintenir l'ordre vraiment des télécommunications. Ouais. C'est juste s'assurer qu'il n'y ait comme pas de petits joueurs qui puissent devenir trop successful rapidement. Damn, on n'a pas pris la bonne business. Tu pourrais inviter, en tout cas. Vas-y. Non, mais... Tu pourrais inviter les gars de Electronic Box ici, le e-Box. E-Box. Ils ont eu du fun avec le CRTC. Entre autres, mais j'ai aussi des gens qui ont travaillé là-bas, puis en tout cas, je crois que tu... Ben, je connais e-Box. Ah ouais? Ah ouais. C'est quoi qui s'est passé? Je suis curieux. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grand-chose. C'est des monopoles qui détiennent le marché. Rentrer dans le marché, c'est très, très dur à accéder. Puis après ça, ben il y a des règles pour jouer comme du monde, mais les règles sont mises plus à l'avantage des gros que des petits. Tu connais tu connais la game. Bref. Et eux, ils se sont positionnés. Ils ont fait comme, on fait quelque chose qui est le fun, qui est innovant, qui pourrait avoir de la place, puis ils pourraient en avoir plus de ça au Canada. T'sais. Mais le CRTC, non, c'est pas ça la game. Parce que ça, c'est une bosse, c'est le câble, c'est l'Internet. Ouais, c'est ça. C'était des gars de Sherbrooke qui étaient comme un petit peu plus motivés que monsieur, madame, tout le monde. Je crois qu'ils ont quand même bien réussi. Là. Je les connais pas personnellement, mais je vois qu'il y avait une vision pour ce que devrait être la qualité de service. T'sais. Puis qui n'est pas celle des grandes entreprises. Puis c'est tous des thèmes qu'on voit tout le temps. Là. Il y avait une vision pour ça, mais d'avoir les moyens de ses ambitions, c'est souvent d'aller coucher avec le gouvernement d'une façon ou d'une autre. T'sais, les seuls qui ont le portefeuille pour le faire, c'est quand tu peux te payer suffisamment de lobbyisme pour pouvoir installer les gens qui parlent le même langage que toi puis qui font attention à tes intérêts au gouvernement. Puis le C-18, c'est exactement ça. On va protéger tes intérêts. T'es monsieur riche qui investit dans un conglomérat de nouvelles ou qui possède ces actifs-là. Puis, tu te fais avoir par le gros méchant américain. Donc là, on va te protéger. Puis, de toute façon, on n'a pas tant envie de te financer pour le restant de tes jours. Parce que les médias sont financés. Les gros médias sont financés. Puis donc, ça fait du sens pour tout le monde en apparence. Mais quand on regarde, je ne sais pas exactement c'est quoi l'angle de la question, mais quand on regarde qui produit les nouvelles, c'est quoi la qualité de la nouvelle, on pourrait très bien imaginer un monde dans lequel des reporters étoiles, des stars, parce qu'il y en a plein, là, qui vont aller des whistleblowers, des gens qui vont au combat, à la guerre, puis qui vont rapporter des histoires qui sont difficiles à rapporter, eux deviennent les stars et non pas le système. Parce que, ça, je commence à le voir passer, mais même sur YouTube, parce que, j'ai vu dans certaines menaces que, admettons, les médias ont donné, vraiment un Google, Facebook, c'était que, si nous, on va plus... si nous, on n'est plus disponible, où est-ce que le monde va aller chercher, genre, leurs sources d'informations? Puis un Google a répondu, regarde, moi, genre, j'ai commencé à pointer plus vers Wikipédia, que Wikipédia, je regardais ça pourrait être une nouvelle opportunité de développement, genre ouvrir les Wikipédia, parce que Wikipédia... Wikinews, c'est une nouvelle gratuite exactement, et libre. Exactement, c'est des nouvelles complètement dans un autre système qu'on a accès, mais le Canada est... Mais c'est quand même fiable, ça reste à débattre, mais il y a ce côté-là, puis l'autre source, c'est YouTube, fait que les YouTubers deviennent l'autre source. Aux États-Unis, il y a un channel genre de nouvelles qui s'appelle Breaking Point, que j'écoute de temps en temps, puis c'est intéressant parce que c'est exactement deux anciens journalistes des grandes boîtes qui ont lancé le même concept, mais YouTube, puis ça marche très bien, puis je regarde ça. Ça, c'est un concept que j'aimerais ça voir ici au Québec. Puis je me questionne, est-ce qu'il y a-tu du monde déjà qui sont en train de l'entreprendre? Moi, je pense que j'aimerais ça, regarde, honnêtement, moi, ça m'intéresse. C'est sûr que, il faudrait que... Tu peux faire un autre appel à tous, mais s'il y a la future journaliste qui aimerait avoir son show puis se positionner comme une source de nouvelles réputable, qui est neutre puis qui colporte l'information d'une façon qui est super, genre... qui est intéressante, je crois que cette personne-là peut avoir toute l'attention du monde. Et qui regarde les nouvelles à TVA ou Radio-Can à la télé aujourd'hui comme personne? Qu'est-ce qu'on écoute plus? Admettons, même la jeunesse. Mais tu vois, c'est exactement cette génération-là qui suit la génération qui lead ça. Puis une fois que cette génération n'est plus là,
Genre, il a dit My Dad derrière ça. Fait une fois que cette génération-là, regarde, on va pas se le cacher, il va y avoir il va y avoir du changement, ils seront plus là à un moment donné. Fait que les autres, c'est cette même vague-là. Puis c'est voir où est-ce que tu peux aller chercher l'attention auprès des générations plus jeunes. C'est pour ça que tu as des nouvelles qui vont être faites sur YouTube, puis québécois de cette façon-là, avec une animatrice qui a du charme, mais qui a vraiment du professionnalisme, vraiment, qui a vraiment du divertissement derrière ça. Comme dans le temps. C'est juste que c'est plus le gros studio. Maintenant, ça peut être ici, pas mal Black Box plus Media. souvent. Ben oui. Je te donne le mur. Partout. C'est multi-channel aussi. Je veux dire, Ben, c'est ça, multi-channel. Puis tu sais, c'est pas... ouais. ça, c'est une opportunité que je voudrais en à la tâche. J'aimerais ça, voir vraiment qui voudrait peut-être lancer ça. Tu sais, on en prend un autre, Russell Brand, tu connais? Ben, est-ce que tu connais Perron? Moi, j'écoute un gamer qui a transformé son channel de gaming en channel de guerre en Russie. Là. Puis ce gars-là, il documente comme... C'est un génie, là. Puis il documente tout à fond, puis tout est ultra factuel. Là. Je veux dire, c'est un standard à suivre. Là. Je veux dire, c'est une présentation point par point. Tout est clair, tout est clarifié, tout est bien posé. C'est de l'ultra qualité. Puis ce gars-là, il se nourrit avec ses Patreon, puis c'est hot parce que mon information, elle vient de peut-être la personne qui a la plus belle qualité d'information sur Internet en ce moment, qui est un gamer qui a juste décidé de lâcher Counter-Strike ou je sais pas à quoi vous jouez aujourd'hui, ou qui a lâché sa plateforme puis qui a dit « Hey, il se passe quelque chose. » Il se passe quelque chose puis je peux faire une différence, tu sais. Puis il a flippé son channel. Il a dit « c'est fini les jeux vidéo, là maintenant c'est it's real. » Yo, moi j'envoie l'invitation s'il y a des types de personnes qui sont prêts à faire ça. Je trouve que c'est quelque chose qui serait super pertinent à voir. Regarde, je te présente un jeune, et c'est lui que j'ai rencontré, il s'appelle Michael Kiyu. Juste check un clic sur une vidéo, puis c'est très genre vraiment rapide, mais c'est vraiment l'information, c'est des nouvelles. Puis je trouve ça intéressant son channel parce que regarde, il va chercher beaucoup d'attention, mais c'est fait, tes jeunes vont l'écouter. C'est un jeune qui... C'est rapide, mais tu consommes. Là, je suis attardé technologique. Et voilà. C'est ça, c'est qu'il y a un format puis une présentation qui permettent d'être consommée, qui est intéressante, puis ça va vite. Ouais. Puis après ça, ben peut-être qu'il tu y a vas cliquer. Ouais. Ben ça, c'est excellent. Je veux dire, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. J'aimerais ça voir, c'est vraiment des Québécois vraiment plus francophones qui font ça. Lui, c'est un gars de West Island, fait qu'il fait ça, mais on dirait qu'il est à l'extérieur. Écoute, son channel, il pourrait être à l'extérieur du Canada, du Québec. Quelqu'un de motivé qui présente bien, qui a l'ambition de le faire, puis qui a la structure pour la supporter, c'est le meilleur moment pour le faire. Fait que ça, c'est une des opportunités qui vient avec ça. Bref, comme je te dis, je pense que je voulais vraiment pouvoir discuter puis comprendre vraiment certaines choses d'ailleurs. Puis je pense qu'avec avoir la conversation avec des personnes qui voient le sujet, je pense que c'est une bonne forme aussi de pouvoir présenter vraiment ses opinions dans les deux sens. Puis en espérant que, admettons, une conversation comme ça va être partagée puis va être retenue par quelqu'un d'autre qui va dire comme, tu sais quoi, je suis comme en désaccord avec ce point-là. Puis c'est là que ça serait... J'aimerais ça inviter un journaliste à avoir vraiment quelqu'un qui va vivre cette occasion-là parce que je trouve que on s'en va dans la création de contenu. C'est qui va détenir le vrai message? C'est qui va être la source? Parce que c'est ça la grosse bataille que je vois. Qui va être la source d'information derrière ça qui va être pertinente? C'est, admettons, eux autres se font bloquer puis ils se retirent. Fait que c'est où qu'ils vont faire l'argent? C'est comme... Puis je parle des grands médias. C'est où qu'ils vont faire l'argent s'ils sont déjà bloqués puis ils enlèvent la pub? Fait qu'il va falloir que tu te dises proactivement, ben je vais aller voir eux autres à chaque jour. J'avoue que moi, j'ai un comportement où est-ce que, oui, chaque matin, je m'en vais voir vraiment une chaîne de nouvelles juste pour voir les grandes lignes. Mais tu sais, ça reste là, puis je passe à d'autres choses après ça. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, on consomme des nouvelles comme la météo aujourd'hui, du genre, il va faire beau, pas beau, il y a une guerre, il n'y a pas de guerre, merci, bye, prochain appel. D'ailleurs. Les sous-marins. Ouais. Lequel sous-marin? Je reviens aux sous-marins. Justin, il y en a. L'autre, on n'en parle pas. Mais regarde, ça reste à voir parce que quand on va publier ça, apparemment, en ce moment, comme je vous ai dit, le Canada a retiré sa pub. Puis c'est drôle parce que dans le titre, ça dit « Est-ce que le Québec va suivre? » Est-ce que le Québec va suivre?
penses que François Legault va retirer la pub québécoise de Facebook? François Legault n'a aucun pouvoir à propos de ça. Sur le privé, ouais, mais mon Dieu, ça serait bizarre. Non, parce que lui, il n'y a aucun rapport avec ça, mais est-ce qu'il va prendre une décision tout ce qui est télécom et canadien, c'est fédéral. Ouais. Après ça, Legault pourrait écrire de la loi sur le privé, mais je crois que c'est pas dans son intérêt jamais. Mais je ne veux pas le positionner de cette façon, à cette question-là. Je veux plus le positionner. Est-ce que lui, François Legault, va suivre vraiment cette démarche-là que le fédéral est en train de prendre? C'est-à-dire de retirer la pub provinciale de Facebook. Ouais, je comprends. Ah ouais. Je sais pas, en fait. C'est super intéressant comme question. Est-ce que c'est... François? François, que penses-tu? Voudrais-tu venir répondre à cette question? Parce que, gars, lui, c'est ça, c'est pas dans sa tête, je pense que c'est pas de ses affaires. Il va s'en mêler après. La loi a une disposition, en fait, qui dit pas les Crown Corporations. Ouais. Le gouvernement du Québec n'est pas tenu par cette loi-là ou cette disposition-là. Par contre, il pourrait suivre le mouvement à titre de protestation. Là. Mais c'est quoi le but de tout ça, de toute façon? On proteste quoi en ce moment? Je veux dire, c'est pas un mouvement qui vient du bas. Là. Je veux dire, c'est pas la population qui fait comme on n'est pas content. C'est juste la gang de riches qui sont comme hey, on se fait une petite bataille. C'est vraiment une bataille de riches. C'est une bataille de riches. Là, c'est nous qui va payer les taxes derrière ça, encore une fois. Puis la seule raison pourquoi ça pop pas dans le public, c'est que les journalistes, ils sont en conflit d'intérêts. Puis ils vont pas nommer leur conflit d'intérêts. Ils vont dire on va se ranger du côté de notre job parce que sinon on n'a plus de job. Parce qu'on n'a plus de job. Mais encore là, pour ceux qui n'ont plus de job, c'est quoi qui manque pour eux de s'en aller indépendant? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont quand même des belles plumes, puis aussi ils ont les qualifications pour le faire. Mais est-ce qu'ils sont capables de hustle vraiment sur le web pour pouvoir le faire? You're the man. C'est là que c'est d'avoir une équipe, recréer l'équipe, recréer l'entreprise. C'est vrai pour les artistes aussi. Si tu regardes les artistes au Québec, au Canada, ils sont pas particulièrement bien équipés pour se mettre en marché, se valoriser. Puis tout le travailleur autonome, toute la gimmick du travailleur autonome, c'est un peu comme... C'est une drôle de place à être. C'est une fois que tu es tout seul, puis que tu écris des articles comme un freelance, correct, tu peux vivre de ça, mais tu n'as pas la machine derrière. Il faut que tu montes une entreprise pour pouvoir aller au marché. Il faut que tu aies du monde compétent, puis dans plusieurs professions pour monter une entreprise qui est viable. Là, si tu as Ricardette qui arrive ici, il faut que tu aies un setup de cuisine, il faut que tu aies un scénariste, il faut que tu aies... un monteur à temps plein, je veux dire, il n'y a personne qui peut se créer ça facilement. Puis ça, on le voit dans ce qu'on appelle les startups, les compagnies qui sont en démarrage. Bien, il faut passer à travers toutes les étapes difficiles de démarrer, de constituer une équipe, un petit cash flow, de faire rentrer un peu d'argent, pouvoir se payer l'autre ressource, etc. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire une production à partir d'un iPhone. Puis peut-être avoir quelque chose qui est intéressant puis d'avoir ce qu'on appelle un proof of concept. Ça, c'est un bon début aussi, que j'encourage beaucoup de monde à le faire. Mais... Ouais, ben oui, définitivement. Je crois que si on pouvait faire un pilote avec un iPhone puis dire, on l'a vété, ça fonctionne, tu as du reach, pardon pour les anglicismes. On s'en va dans prod. On s'en va en prod, puis on en fait un vrai show, puis après ça, on décline les produits, on s'en va multi-channel, on assoit des invités de marque, puis on crée un phénomène. Puis ça appartient pas à tout le monde parce que tu sais ce que c'est, là, faire du marketing, c'est difficile. Il faut contrôler tous les aspects d'une marque. Puis ça demande beaucoup de talent puis beaucoup de ressources à la fin de la journée. C'est juste que cette culture-là de structurer un show ou de structurer une marque ou de mettre en marché une personne ou du journalisme, on pourrait revenir à l'essence de cette loi-là, de structurer du journalisme, mais il faut vraiment porter la mission à cœur. Puis après ça, il faut la faire vivre à d'autres. Il faut la connecter avec des moyens de monétisation. Moi, je dis qu'ils sont plus démocratiques que jamais, ces moyens-là. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Puis après ça, il faut valoriser la marque. Si les gens disent « Ah, OK, eux, ils sont devenus le number one des nouvelles au Québec, puis ils n'ont pas d'affiliation avec les grands groupes, wow! C'est comme tu as créé quelque chose. Là. C'est là qu'on s'en va, gars, en passant. En train de réciter notre avenir. J'aime ça le dire parce que, gars, je pense que même toi, c'est toi qui m'as positionné cette vision-là il faut que tu assumes qui tu veux devenir, qui tu veux être. Tu es un excellent motivateur quand ça vient de ça. Ça m'a donné beaucoup de tips. Quelque chose de Simon aussi. Simon, il connaît beaucoup de monde. Il va te connecter avec quelqu'un, ouvrir un chat.
Ah non. Faire un audio. Ouais, lancer un audio de 2 minutes, puis juste te dire, présenter les personnes, puis je trouve ça super. Puis c'est pour ça aussi que je voulais t'emmener, parce que tu as ce côté-là qui est super cool, où est-ce que tu plugues des personnes. Tu m'as nommé tellement de monde de personnes qui sont genre vraiment déjà dans la game, dans l'industrie, puis que je connais pas, mais je pense que juste venant de ta source, je pense que je sais qu'il y a du monde qui serait intéressé à découvrir. C'est pour ça que j'aime ça écouter. Je suis comme, quand tu me plugues, comme, OK, c'est qui maintenant? C'est quoi l'idée? Puis il y a tout le temps un lien de comment chacun des parties peut se développer en se connaissant. Fait que tu es un bon médiateur entre deux personnes que, hey, elle veut faire ça, puis toi, tu es capable de faire ça, puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis moi, je vais faire ça avec vous. Merci. Ben, c'est une partie de mon travail. Je sais qu'on ne s'est pas présenté. Là, Je sais, on a enchaîné dans le sujet. Je suis plus en technologie, démarrage d'entreprise ou stratégie d'entreprise qui est déjà positionnée. Après ça, ben, c'est sûr, je m'intéresse à l'univers de la politique, du droit, de la loi. C'est des choses que je trouve fascinantes parce qu'on n'est pas éduqué à ça tôt dans notre jeunesse. Là. Je crois qu'on a le narratif de ce que c'est les grandes lignes de l'histoire. Puis après ça, on est rapidement mis sur le marché du travail, mais tout ça se transforme tellement rapidement que ben, on le voit dans les écoles, on le voit au moins dans le discours qu'on essaie de travailler d'autres types de compétences aujourd'hui. Tu sais, on parle beaucoup de savoir-être. Je sais que c'est une parenthèse un petit peu plus philosophique, mais le savoir-être, c'est aussi quelque chose qui a rapport aux humains, au marketing, à comment est-ce qu'on crée des relations avec d'autres, puis comment est-ce qu'on amène les autres aussi à découvrir d'autres univers. Tu sais. Cette composante-là est super intéressante parce que tout le reste est quand même vraiment compliqué. La technologie, c'est compliqué. La politique, c'est compliqué. La loi, c'est compliqué. Tout est ultra compliqué. Donc, soit on devient un hyper spécialiste, puis dans tous les cas, je souhaite à tout le monde de devenir un spécialiste de quelque chose parce que ça vaut la peine à la fin de la journée. C'est très pertinent. Mais aussi de développer le savoir-être, puis d'être capable de rentrer en relation pour justement être capable de structurer des équipes, monter des projets qui ont une plus grande vision, puis de ne pas être dépendant à un seul marché, une seule entreprise, une seule place où travailler. Puis pour faire le miroir avec le journalisme, j'ai l'impression que les grands médias ont défini ce que c'était le journalisme aujourd'hui. Je suis de moins en moins d'accord avec ça. Je crois que les nouvelles, ils viennent de différentes places, de différentes sources. Il va peut-être toujours avoir une place pour les médias institutionnels, qui sont vieillissants, mais qui servent aussi une cause, une mission. Comme Radio-Canada a des super belles archives, il y a des super capacités de production. Puis comme tu as dit tantôt, ils vont aller dans les musées. Oui, c'est devenu peut-être des musées. Peut-être, mais tu sais, à cause de la façon dont ils sont faits, c'est très difficile pour eux de changer de modèle d'affaires puis de dire, ben maintenant, on est ce qu'on dirait en anglais, des enablers. On va prendre des indépendants, des indies, puis on va les réaliser. T'sais. Ceux qui sont le plus proches de ça, c'est genre Cube qui réussit à prendre des marques ou des gens qui sont plus influents puis leur donner les capacités de production puis de mise en marché. Mais maintenant, est-ce qu'eux-mêmes sont intéressés à devenir le standard puis la place? Est-ce que c'est eux qui vont produire les meilleurs shows? Peut-être, peut-être pas. Je crois que le marché est tellement vaste aujourd'hui, on peut appeler à tout le monde. C'est toi-même, tu appelles à une communauté complètement différente au Québec que si on écoute la télé, il y a une coupe de couleurs, mais c'est parce qu'on les a ajoutées. T'sais. La palette de couleurs, là, fait dur ici. C'est hot parce que s'il y a de la couleur, ben, tout d'un coup, on est ailleurs, exactement qui on est. Puis c'est un peu ce que je veux partager. Parce que étant un latino de naissance, de culture, je trouve que on a une culture qui mérite de vraiment avoir sa place dans le mainstream québécois. Puis ça, c'est les termes que j'utilise le plus parce que plus je le dis, plus ça va rentrer, plus ça va résonner, plus ça va attirer, plus ça va grossir. Puis vraiment, on va être vraiment là bientôt. Parce que je pense que c'est pertinent vraiment de faire ces liens-là, surtout dans la province dans laquelle on est. Fait que moi, je suis fier d'être ici, mais aussi, je veux avoir ma place. Je veux que le monde ait sa place, puis que ça ait ce mélange-là, qu'il y ait du changement. Fait que je suis content de voir que notre génération est comme une génération aussi qui est en train de proclamer ce changement-là, ces ouvertures-là d'esprit qui n'étaient pas là avant dans la culture, juste parce que c'est
les médias qu'on avait accès, ben c'est ça qui poussait, puis fait que ça, c'était la perception, là, c'est juste ça qui est disponible. Mais maintenant qu'on est dans une zone de médias où est-ce que c'est plus ouvert à cause des médias sociaux, ben n'importe qui peut être une star. Autant que tu fasses vraiment quelque chose qui est pertinent puis que ça attire l'attention, mais ici au Québec, n'importe qui peut vraiment avoir sa place maintenant. Puis à cause de ça, c'est cet outil-là qui va nous amener à vraiment développer toutes les cultures qui vont devenir une super culture d'un mélange de tout plein d'autres cultures qu'on l'est déjà. Elle n'est juste pas visible dans les médias. Puis ça, je trouve plate, mais je pense que c'est là une des autres opportunités que qu'est-ce qu'on fait va pouvoir le faire. Juste le fait que vraiment que tu es québécois, je suis latino, déjà là, c'est quelque chose qui, je pense qu'on ne voyait pas avant. Puis tu es mon invité aussi. D'habitude, ce serait moi qui serais ton invité, techniquement parlant, sur Texcoco. Bienvenue à mon show. Nous rencontrons Ronaldo. Je ne sais pas d'où il vient, mais... Exactement. Découvrons. Fait c'est les choses que je vois arriver. Je voulais vraiment terminer sur un autre ton aussi. Tu es un papa, puis tu es un papa très actif dans les médias sociaux. Je trouve ça cool, vraiment, comment tu displays ça. Mais en venant, tu sais, vraiment l'avenir tu penses-tu qu'on s'en va dans un avenir dystopien? Constamment. Comment vois-tu l'avenir pour ton enfant que tu vraiment, tu vois que c'est genre ta perle je vois les histoires de ton petit gars, puis ça a l'air cool, tu sais, vraiment voir cette relation-là, père-fils, vraiment commencer. Mais à la fois, tu dois te dire que tout ce que moi je fais aujourd'hui, dans le fond, je veux aussi pas le meilleur pour mon enfant, mais tu te dis qu'on s'en va dans un monde dystopien, puis je pense que je le vois aussi d'une certaine façon. Des fois, je regarde ma fille, puis je suis comme, damn. Oui, mais c'est constamment depuis toujours. Tu sais, ma réponse n'était pas peut-être complète. Tu sais, Ouais, tu parles depuis toujours, ça depuis l'industrialisation. Oui, depuis même avant. Depuis depuis la culture, depuis la depuis Bible. La Bible. Tu sais, je veux dire, accélération, mais surtout dans les dernières années. Mais l'accélération, au point de vue technologique, elle est ridicule, mais en même temps, au point de vue humain, elle n'est pas si rapide que ça. Puis, je veux dire, si on crée des personnes, Adrien, je veux qu'il y ait des bons outils, mais aussi je veux qu'il y ait la capacité de penser, d'agir, puis de décider, puis de choisir. T'sais. Je ne sais pas c'est quoi son futur à lui, puis il va avoir plein de beaux problèmes, puis de moins beaux problèmes qu'on lui a laissés, mais il va avoir des outils. Il s'intéresse à la nature, il s'intéresse aux arts, puis il s'intéresse à la science. Le soir, on écoute souvent Nile Red, justement le YouTuber de McGill, qui est un chimiste. C'est tellement hot. Puis c'est super beau ce qu'il fait. C'est de la poésie. Tu apprends plein de choses à propos de comment la matière agit, réagit. C'est le fun, c'est drôle. Puis c'est complètement éclaté comme contenu. Je veux dire, ce gars-là, il n'est pas à Radio-Canada, il n'est pas à TVA. C'est pas le bon format. Les formats ont éclaté, ils ont changé. Les outils ont éclaté, ont changé. Puis quand je dis que c'est devenu plus démocratique, ben c'est facile. Il y a beaucoup de choses qui c'est push-button aujourd'hui. La grosse game, puis là, je change de sujet pour revenir sur le sujet, mais c'est la game de est-ce que tu as quelque chose qui mérite l'attention, puis est-ce que tu es capable d'attirer l'attention vers ça? Si tu es pour changer le monde, que tu touches, je crois que j'essaie de faire un pont entre ce que tu me dis, mais si tu touches à tous les grands défis d'aujourd'hui, l'environnement, l'économie, l'éducation, la santé, tout ça, il faut que tu sois extrêmement bien muni de savoir-faire, de talent autour de toi, d'outils, puis tu as une grande persistance et une vision assez incroyable pour pouvoir percer à travers la complexité qu'on a mis devant toi. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas vraies. T'sais, comme cette loi-là, c'est pas une loi qui sert à devenir des meilleurs humains. T'sais. Elle n'est pas écrite pour devenir des meilleurs humains. Elle n'est pas faite pour faire des enfants qui ont des meilleurs outils pour se réaliser plus tard. Elle est faite pour maintenir des choses du passé puis leur donner encore de stretcher un petit peu, d'allonger leur durée de vie. J'aime ton pont. Ouais. Mais c'est ça. Puis il y a une éducation à faire par rapport à ça. T'sais. Si tu regardes un projet de loi ou une loi ou quoi que ce soit, en fait, qui est un produit de la société, tu peux te poser la question, est-ce que ça fait de nous des meilleures personnes? Puis souvent, tristement ou de façon, je crois que la réponse, c'est non.
Genre, est-ce que ça appelle au progrès humain? Non. Est-ce que ça fait nous du meilleur monde? Est-ce qu'on sait quelque chose qu'on ne savait pas? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'on a pu agir sur cette chose-là? Puis, ce qui me fait le plus de peine par rapport à tout ça, c'est que souvent, comme notre sujet de conversation, c'est ça, mais ça ne nous a pas fait progresser en tant qu'humanité. Définitivement. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. La question à se poser. Je pense que ça serait une excellente question à poser. Même beaucoup de monde. Est-ce que ce que tu fais est en train de créer un progrès? Ben oui. On parle d'environnement, de crise à gauche, à droite. C'est logement ces temps-ci. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ça. Là. Mais le sujet, ça devrait être comme est-ce qu'on peut rétablir l'enjeu du logement? Est-ce qu'on l'a réglé? Ou on fait juste encore en parler puis on attend qu'il se résorbe? C'est quoi nos moyens d'agir en société? Puis c'est extrêmement limité à chaque fois qu'on appelle à la politique ou aux grandes entreprises. Les moyens sont très limités de l'action. Je crois que l'action doit venir de l'individuel qui est capable de se munir du collectif, mais qui a une relative indépendance par rapport à ça, puis qui est capable de s'extraire du moule aussi, puis de dire « Hey, moi, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai quelque chose d'intéressant », puis qui apporte de la valeur à la société, puis qui a réglé un enjeu qu'on avait d'une façon originale. Puis c'est pas original. Non, je pointe le texte de l'eau en ce moment. Justement, si je regarde certains blogs, on pourrait terminer ici bientôt. Fait dans les grandes lignes que je voyais, est-ce que cette loi-là, justement, ça c'est une question qui a été posée et que j'ai vue dans les blogs, c'est est-ce que cette loi-là, elle a vraiment un avantage à tout ce qui se passe en ce moment? Puis quand tu y penses, même pas, c'est juste en train de faire des freiner le progrès. Est-ce qu'elle me donne des le outils partage d'informations pour être mieux renseigné? Non, parce que cette information-là, je sais où elle est chercher, je sais qu'elle existe de toute façon, mais elle ne m'intéresse même pas de toute façon. C'est même plus là que je veux me trouver. En fait, je suis presque content qu'on ne me nourrisse pas à ça constamment. C'est beaucoup négatif, là. Je ne vais pas vous mentir, là, mais il y a certaines chaînes québécoises, quand tu vas voir les commentaires, oh mon Dieu, que c'est toxique comme peuple. Il y a plein de choses, plein de belles choses dans le Journal de Montréal. Des petits bijoux à gauche, à droite, mais le headline, je ne veux plus l'entendre, s'il vous plaît. Comme, on l'a enlevé. Wow, c'est du progrès. On a arrêté de faire des clickbait. Ah, parfait, merci. Si je peux avoir droit de l'information, je vous remercie. Oui, intéressant. Regarde, Simon, moi, je voudrais, j'aime ça voir vraiment ce serait une suite derrière ça. Comme je dis, étant ici cofondateur de Black Box Media, c'est quelque chose qui me touche. Puis je pense aussi le fait que tu as partagé ça, il y a quelque chose que je pense que toi, tu dois sentir que tu te sens touché, ciblé derrière ça. J'en ai vu d'autres personnes aussi, mais qui partagent vraiment plus sur le ton, un ton comme très plus de la droite, où est-ce que tant mieux pour eux, agressif. Fait que pour eux autres qui comprennent l'enjeu derrière ça, je pense qu'on comprend aussi qu'ils vont avoir un enjeu pour monsieur, madame, tout le monde, malgré que ce n'est pas une bataille pour monsieur, madame, tout le monde. Peut-être. C'est quoi l'impact réel de ça? Mais c'est quoi l'opportunité de ça? Par contre, ça mérite d'être regardé. L'opportunité, c'est ça qui est fascinant. Parce que si vous êtes un créateur de contenu, vous avez quelque chose de pertinent à partager, ou est-ce qu'il y a une audience derrière une niche, il va y avoir une richesse derrière ça. Si vous avez une mission qui a besoin d'une voix. Bon, c'est exactement ça. Si vous avez une mission qui a besoin d'une voix. Merci beaucoup, Ronaldo. Merci, Simon, d'être venu. Yellow Sea Podcast.